Nous revoilà pour ce masterclass de début d'après-midi où nous recevons effectivement Natacha Calestrémé. Bonjour Natacha. Bonjour Séverine. Comment allez-vous? Écoutez, très très bien. Déjà, merci voilà, à toute votre équipe, Séverine, Valentine, Colline. Et en fait, il faut que ça se termine en in chez vous, Ah c'est ben obligé. voilà, Je m'appelle Natachine à partir de maintenant. Merci à vous pour cette belle invitation et ce masterclass. bah, si vous voulez faire partie de notre équipe, on est très honorés, Natacha. Vous pouvez, Natachine, vous pouvez revenir quand vous voulez, en tout cas. Mais, et effectivement, on est très honorés que vous participez à notre masterclass aujourd'hui. Nouveau format, en tout cas, dont le sujet est fort très intéressant. Trouver ma place, trouver ma position dans mon milieu professionnel en tant que salarié ou peut-être même en tant qu'auto-entrepreneur ou en tout cas entrepreneur. Voilà. Donc je fais appel à la communauté. Voilà, tout le monde vous dit bonjour Natacha, Karine, Anaëlle, etc. En tout cas, je sais que vous étiez attendus. Depuis ce matin, on a plein de messages. Voilà, on est vraiment ravis que vous soyez là aujourd'hui et que vous parliez effectivement de ce sujet qu'on met souvent au niveau du développement personnel, mais c'est vrai qu'il est aussi très important dans sa vie professionnelle, où là, je pense que c'est un sujet qui prend vraiment toute sa place. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, mesdames, si vous nous suivez. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le mettre aussi sur le chat. On va faire au mieux pour répondre à ces questions en cours de masterclass, puisque Natachine, reste presque 1 heure avec nous. Voilà. Non, c'était un job, maintenant c'est Natacha. Merci beaucoup en tout cas, et je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Très bien, ben, merci et puis ravi de vous retrouver. Je vous vois pas, mais je vous sens derrière cet écran. Alors, nous sommes là pour parler de reconversion professionnelle et autour de je trouve ma place au niveau de mon métier et de ma profession. Juste avant de commencer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis journaliste et réalisatrice et j'ai suite à une série d'épreuves, notamment une perte d'emploi et un chômage, mis en place des rituels chamaniques, puisque en tant que journaliste, j'avais interviewé des chamans, donc des rituels chamaniques que j'ai transformés en protocole pour tenter de me libérer. Et c'est suite en fait à cette libération que j'ai écrit La clé de votre énergie, Trouver ma place, et que ces livres sont devenus des best-sellers. Alors pour en venir à la question précise qui nous occupe aujourd'hui, comment je trouve ma place dans ma reconversion professionnelle et dans ma profession, je vous propose de considérer votre situation professionnelle sous un autre angle pour vous permettre en fait de vous libérer, de voir les choses autrement, et ça peut vous permettre d'enlever des autoblocages. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit papier, un crayon, parce qu'il y a des petites choses qu'on va faire ensemble et qui vont vous aider justement à voir les choses autrement. Alors, il peut arriver que face à une situation professionnelle, on se sente un petit peu perdu dans nos choix, dans dans l'énergie qu'on met à l'intérieur de ce projet. On a le sentiment peut-être qu'on fait tout ce qu'il faut, mais qu'on n'y arrive pas. Il y a aussi parfois des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais manquer d'argent? Est-ce que je vais vraiment gagner ma vie? Voilà, toutes ces questions-là qui nous occupent sur le plan professionnel, parfois empêchent d'avancer clairement. Et mon travail, qui tourne en grande partie autour de la libération émotionnelle, consiste à considérer nos blocages, nos épreuves, comme des répliques qui se rejouent à l'intérieur de notre vie et qui sont parfois liées à des héritages transgénérationnels. Je m'explique. Et ça, je reprends les travaux d'une psychologue, psychothérapeute clinicienne, Anne Ancelin Schutzenberger, yes, je suis arrivée à le dire, qui est malheureusement décédée, mais qui a écrit un livre fameux qui s'appelle Aïe mes aïeux, et qui a réussi à montrer de manière clinique que des épreuves vécues par notre famille
notre père, notre mère, nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents, nos oncles ou tantes, nos grands-oncles, grandes-tantes, peuvent, lorsque ces épreuves ne n'ont pas été digérées, avoir un impact sur notre vie. Et donc, à travers cette masterclass, je vais vous proposer de regarder ce que vous souhaiteriez améliorer en faisant un retour en arrière sur des fardeaux émotionnels qui, sans doute, ne vous appartiennent pas, pour pouvoir vous en libérer. Alors, donc, sur un petit papier, vous allez noter la manière dont vous résumeriez le problème lié à votre situation professionnelle, à cette situation professionnelle que vous souhaiteriez améliorer. N'hésitez pas, puisque je sais que Séverine m'avait dit qu'il y avait un chat, n'hésitez pas à noter sur le chat ce que vous avez trouvé, la manière dont vous pourriez résumer ce que vous souhaiteriez améliorer, pour que si je n'ai pas dit dans les différents choix ce que vous vivez, elle puisse, elle, de son côté, le dire. C'est l'intérêt du groupe, c'est-à-dire que quand on est en comité comme ça, eh bien, il y a un effet assez étonnant qui fait que lorsque quelqu'un parle de quelque chose, eh bien, ça nous renvoie des choses à nous-mêmes, ça nous permet de les éclairer autrement et donc d'en prendre conscience. Et souvent, prendre conscience des choses, c'est le début de la libération, pour ne pas dire de la guérison. Donc, je vais vous laisser le temps de réfléchir à la manière dont vous pourriez résumer sur le plan professionnel ce que vous souhaiteriez améliorer. Prenez quelques secondes pour noter ce que vous souhaiteriez améliorer. Voilà. Pour les personnes qui ont du mal peut-être à trouver, à définir ces choses-là, je vais vous en proposer un certain nombre et vous verrez s'il y a des choses qui vous viennent, d'autres idées pour éclairer les autres dans la communauté. Je cherche un travail. Je veux retrouver un emploi. Je veux me lancer, je n'y arrive pas. Je souhaite rebondir après un licenciement. Je suis dans un auto-blocage. Je ne me sens pas légitime. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas gagner assez d'argent ou j'ai peur de manquer. Je n'arrive pas à choisir ma formation. Je n'arrive pas à choisir entre 2 emplois. Je me sens bloquée dans ma reconversion. Est-ce que Séverine, Valentine et Colline, il y a d'autres occurrences qui sont venues, qui ont été notées? Tout à fait, je les ai notées. Donc, avoir des relations harmonieuses dans son travail. Très bien. Il y avait aussi Nathalie qui dit: ayant validé ma reconversion pro, je ne trouve pas le bon rythme pour équilibre travail et revenu. Le bon rythme. Ouais. Donc il y a une notion de temps peut-être? Équilibre Aussi. travail et revenu. Peut-être que voilà, il faut qu'elle travaille beaucoup pour gagner beaucoup. Ah, d'accord. Équilibre, travail, revenu. Ok. Après, quand on est entrepreneuse, du coup, ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail, et voilà, peut-être que les revenus mettent du temps à arriver. D'accord. Alors, ah oui, le respect, toujours dans le travail, donc c'est un peu relation harmonieuse aussi, ça revient un peu. Le regard D'accord. des autres aussi.
Et il surtout, y a pardon, il y a quelque chose qui me vient au niveau des entrepreneuses, c'est peut-être je n'arrive pas à trouver l'employé idéal. oui. Parce que ça, il y a des choses là-dessus. Ok, Il y a un d'accord, sujet aussi qui revient beaucoup, Natacha, c'est le burn-out. Voilà. d'accord, Un burn-out ou plusieurs burn-out à répétition. Donc ça, c'est clairement aussi ok, peut-être le temps donné au travail ou en tout cas, encore une ok, fois, peut-être, voilà. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Du coup, peur de réussir. Peur de réussir, d'accord, très Mm. bien. Ok, On est ok, un peu spolié dans les commentaires par des sites. Trouver un travail correspondant à mes valeurs dans l'entrepreneuriat. d'accord, Voilà, des peurs qui bloquent mon développement d'activité ok, et très avoir bien. confiance aussi. Avoir confiance, ok, d'accord. Bon, très bien. Donc, vous avez noté ces choses-là. Alors, je vais, avant de continuer, vous donner un exemple qui est arrivé cet été, donc qui est tout récent. Une personne qui était... euh, cet exemple va vous permettre de comprendre le travail que je voulais vous proposer de faire. Cette personne est hypnothérapeute du côté de je sais plus Angers, non pas Angers, enfin non, enfin bon peu importe, on s'en fiche. En tout cas, son vrai problème à lui, c'est qu'il n'arrive pas, je pourrais dire il n'arrivait, mais on va garder les suspens, il n'arrivait pas euh, à s'exprimer en public. Même avec auprès de 5-6 personnes, pour lui c'était impossible, ses jambes flageolaient, il y avait une espèce de vibration à l'intérieur de lui, il tremblait en fait. Et il me dit, j'ai ma voix qui tremble, j'ai mon cœur qui s'emballe, et si jamais il y a plus de 5-6 personnes, j'ai carrément des migraines, des accès de panique, et je suis complètement perdue. Et ça fait presque 10 ans qu'il est hypnothérapeute et il a consulté une psychologue, plusieurs psychologues, des hypnothérapeutes et les choses n'évoluent pas. Bon. Je lui propose exactement ce que je vous ai dit. Essayez de noter la manière dont vous vivez les choses, ce que vous souhaiteriez améliorer. Et il me dit cette phrase étonnante: si je m'exprime, je meurs. Alors je lui dis, cherchez dans votre famille qui n'a pas pu s'exprimer, dans votre famille avant vous, père, mère, grands-parents, arrière-grands-parents, oncle, tante, qui n'a pas pu s'exprimer, qui on a empêché de parler ou de défendre ses idées, qui a été privé d'une certaine de liberté d'expression au point peut-être d'en perdre la vie, ou en tout cas qui n'a pas pu vivre sa vie complètement et dans la sérénité. Puisque si je n'arrive pas à m'exprimer, je meurs, ça va quand même très loin cette histoire. Et il me répond, je suppose que tout ça sont des cas différents, mais je viens de penser à une personne, il est blanc quand il me dit ça, qui coche toutes ces cases. Mon arrière-grand-mère a été internée sur le plan psychiatrique. Il est probablement à tort, et il est possible qu'elle n'ait pas pu s'exprimer, pas dire ce qu'elle vivait. Peut-être qu'elle n'était pas folle du tout, elle était peut-être juste intuitive, médium, différente. Euh, et que dans son absence, son incapacité en fait, son impossibilité à s'exprimer normalement, légitimement, pleinement, sa vie
ait été en fait un enfer. C'est-à-dire, c'est si je parle, on me muselle, on me met sous camisole chimique, je meurs. Et lui, et qui a pas de problème du tout, ni de médiumnité, ni de quoi que ce soit, qui est quelqu'un de tout à fait cartésien, etc., qui n'a pas du tout ce problème psychiatrique éventuel, parce que c'est pas dit qu'elle en avait un, eh bien, et il n'a pas connu cette arrière-grand-mère, on est d'accord. Bon. Eh bien, le fait, tout d'un coup, de faire le lien avec ça, il était blanc, il me dit, waouh, mais c'est incroyable et ça me parle tellement. Quand il y a des liens comme ça qui se font, très souvent, l'émotion vient pour valider les choses. Si parmi vous, certaines personnes ont eu tout d'un coup une émotion, une tristesse, au moment où je disais ça, c'est probablement votre corps qui vous dit intuitivement, il y a quelque chose comme ça aussi dans votre famille. Bon. Et donc, je lui ai proposé de faire un rituel de libération émotionnelle qui est le protocole 7 dans Trouver ma place, qui est donc l'ouvrage que j'ai écrit et dont les 5 premiers chapitres sont dédiés au travail. Un protocole 7 de libération émotionnelle avec cette arrière-grand-mère qu'il n'a pas connue, qui est bien évidemment décédée, et qui consiste simplement à dire que c'est son épreuve, et pas la nôtre, et qu'on s'en libère. Voilà. Et je citais tout à l'heure Anne Ancelin Schutzenberger, qui est donc la référence en psychogénéalogie. Elle a affirmé qu'un certain nombre d'épreuves pouvaient se libérer simplement en prenant conscience de ces liens. Je pense que ça peut arriver, mais dans la mesure où un homme, une femme sont extrêmement complexes et que nous sommes multifactoriels, on ne peut pas résumer et dire oui, c'est sûr, c'est ça qui a joué. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une possibilité et le fait d'en prendre conscience peut aider à la libération. Toujours est-il que Jules, cette hypnothérapeute, fait ce rituel 7 de libération émotionnelle, mais peut-être que sa prise de conscience ayant été telle, le protocole n'aurait peut-être même pas été obligé, en fait, il n'était pas obligé de le faire. Mais on ne sait pas puisqu'il l'a fait. Toujours est-il qu'il m'a envoyé un message fin août en me disant « C'est incroyable, je voulais partager avec vous le fait que je suis complètement libérée. J'ai donné ma première conférence seule récemment. Je n'ai plus cette peur, je n'ai plus cette vibration, je n'ai plus ces tremblements à l'intérieur de moi, je n'ai plus ces peurs de panique, je n'ai plus ces migraines. Tout a disparu. Je me sens totalement serein quand je prends la parole. Il y a clairement un avant et un après. » Voilà. À travers cet exemple, l'intention, c'était que vous compreniez ce que l'on va faire maintenant. Alors, je vais vous proposer... Natacha ? Oui. Il y a juste une question du coup de Mélanie qui dit effectivement qu'on ne connaît pas l'histoire de sa famille. Alors, d'abord, il faut pouvoir mener une enquête. Alors, parfois, on a très peu de familles, on n'a pas d'informations, mais j'ose dire que il y a toujours au moins une personne qu'on va pouvoir solliciter. Et il faut y aller. Il faut y aller. Et si cette personne-là, on s'entend pas du tout avec elle et qu'on a qu'elle, eh bien, on va pas se rabibocher avec elle, surtout si elle nous a fait des choses très dures, mais se rapprocher de cette personne, le temps d'avoir des informations, et après il sera toujours temps de faire ce qu'on veut. Mais une enquête est nécessaire, et sans priver, au prétexte que ça prend du temps,
eh bien c'est finalement s'enlever une opportunité de se donner de la place. Parce que se donner de la place, qu'est-ce que c'est? C'est se donner du temps. Et oui, vous avez beaucoup de travail pour certains, ou certaines plutôt, et peut-être que vous vous dites, mais moi j'ai absolument pas le temps de partir à la recherche de ces informations. Ce qui est important pour moi, c'est que mon entreprise marche, que mon déploiement fonctionne. Ok. Mais si ce déploiement ne fonctionne pas à la hauteur de ce que vous espérez, peut-être que vous ne vous donnez pas suffisamment de temps pour recevoir cette énergie, pour recevoir ce bienfait, pour recevoir cette visibilité. Il m'a fallu une épreuve de perte d'emploi multiple et de chômage pour me poser ces questions. Avant, je ne connais pas la crise. J'enchaîne les films, les documentaires, les romans, les articles journalistiques. Tout s'enchaîne très très vite et je ne connais pas la crise, je ne sais pas ce que c'est. Je suis une grosse bosseuse. Moi, quand le chômage arrive, c'est la honte absolue. Je le vis ultra mal. C'est l'humiliation ultime. Je ne comprends pas qu'avec le travail que j'ai mené, la grosse bosseuse que je suis, une chose pareille puisse m'arriver. Et pourtant, ça m'arrive. Alors, ce n'est pas pour rien. Et ce travail-là, finalement, cette épreuve, m'a permis non seulement de retrouver un niveau professionnel que j'avais, de le dépasser, d'augmenter ma félicité, ma sérénité, à tous les niveaux, et d'avoir aujourd'hui un succès qui me dépasse complètement. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que si vous vivez une épreuve, attention, je vais dire quelque chose d'un peu bizarre. Chouette, voilà une opportunité de me libérer de fardeaux émotionnels qui ne m'appartiennent pas, de me réparer. Il y a d'autres techniques que les miennes. Sans doute dans ce masterclass, on va vous proposer d'autres techniques et elles seront tout aussi intelligentes, intéressantes et peut-être bien plus intelligentes et intéressantes que les miennes. Toujours est-il que, à partir du moment où on vit une épreuve, c'est une opportunité d'enlever les choses qui ne vont pas pour se reconstruire autrement et devenir plus grande, plus forte, plus sereine. Voilà. Donc donnez-vous du temps, partez à la recherche, menez des investigations, soyez une enquêtrice de votre famille. Et si vous n'avez vraiment rien de rien de rien de rien, envoyez un message à l'univers, comme je dis. En Orient, on connaît beaucoup ça, c'est-à-dire que on considère, en Occident, on considère j'ai de la volonté, je veux, j'obtiens les choses. En Orient, pas du tout. Et c'est un peu plus de la moitié de la population mondiale, hein, quand même, hein, qui considère les choses autrement. Ils considèrent que dans une prise de décision, ma volonté compte pour 20%. C'est tout. L'endroit où je vis, où je vais prendre cette décision, est-ce que c'est à mon travail? Est-ce que c'est dans mon cabinet? Est-ce que c'est médical? Est-ce que ou thérapeutique? Est-ce que c'est dans chez moi? Est-ce que c'est dans ma cave? L'endroit où je prends ma décision compte pour 30%, plus déjà que ma propre volonté, qui compte que pour 20%. Et en Orient, on considère que le moment où je prends ma décision compte pour, attention, 50%. Vous vous êtes certainement rendu compte que on vit parfois des années avec, parfois des années sans. Le 50% du moment où je prends la décision, c'est une notion temporelle qui, en quelque sorte, fait que j'ai le vent dans le dos ou j'ai le vent face à moi. Et en Orient, connaître
la force temporelle, finalement, c'est économiser ses forces pour durer le plus longtemps possible. Ce que je veux dire, c'est que, en ayant conscience que notre volonté ne compte que pour 20%, ils disent ma volonté plus le lieu où je vis, 2 plus 3, donc les forces de mon environnement, 2 plus 3 égale 5, 50% donc. Ma volonté et mon lieu de vie s'associent pour lutter contre le temps lorsqu'il ne m'est pas favorable. Bon, tout ça pour dire que, voilà, donnez-vous du temps, il y a des choses à comprendre et ça va vous permettre d'avancer. Ok, alors, vous allez maintenant noter, en fonction de la petite phrase que vous avez notée qui était votre problème, la manière dont vous pourriez symboliser avec d'autres mots ce problème. Jules, c'était « je n'arrive pas à communiquer en public » et ça s'est transformé en « si je m'exprime, je meurs ». Donc vous, ça peut être, il y en a qui ont parlé de peur de réussir. Alors peut-être que ça va être si je réussis, il m'arrive quelque chose de douloureux. Essayez de trouver le moyen. Si je me fais plaisir en allant jusqu'au bout de mes choix, il va se passer quelque chose dont j'ai peur. Ça peut être, si je suis en pleine lumière, je vais faire ombrage à quelqu'un. Ou j'ai le sentiment de ne pas mériter d'être en pleine lumière. Ou encore, je me sens coupable de réussir. J'ai peur de choisir. Est-ce que vous arrivez à trouver la petite phrase qui pourrait symboliquement représenter ce que vous souhaitez améliorer? Séverine, on a des retours là-dessus ou pas? Je pense que ça travaille, parce qu'il n'y a pas encore de retour, ça doit réfléchir, mais ça va pas tarder. C'est très très bien, voilà. C'est très très bien. Bravo, bravo. N'hésitez pas à partager. Il y a beaucoup de commentaires positifs sur tout ce que vous dites, Natacha. Voilà. Ah bon, bah super. Est-ce que les fardeaux émotionnels peuvent être les nôtres? Peut-on faire les protocoles de recouvrement d'âme sans chaise? Voilà. D'accord. Ok, je on note. en reparlera tout à l'heure. Voilà. Ok, oui, il y aura un temps pour vos questions. Alors. Mais c'est vrai qu'avec le burn-out, c'est pas forcément évident de dire pourquoi je fais un burn-out ou je fais un burn-out parce que. Alors, le burn-out, on va y revenir, mais notez d'ores et déjà que le burn-out est systématiquement, j'ose dire à 100%, en lien avec la blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que quand on a la blessure d'injustice, comme n'importe quelle autre blessure, en fait, le principe de blessure émotionnelle, c'est que quand on a une blessure émotionnelle, l'environnement, l'entourage, les autres nous font vivre notre blessure. C'est très étrange, mais nous faisons vivre cette blessure à notre entourage. Et pire encore plus bizarre, je me fais vivre cette blessure à moi-même. Et quand on se fait vivre de l'injustice à soi-même, eh bien on est injuste envers soi-même et l'on ne se rend pas compte que l'on travaille trop, que l'on ne se donne pas de temps, que l'on fait passer tout le monde avant soi, et donc on va dans le mur. Donc la blessure d'injustice, le burn-out est en lien avec la blessure d'injustice. Et vous allez noter, je suis injuste envers moi-même. Pourquoi suis-je injuste envers moi-même? Parce que j'ai la blessure d'injustice. Et cette blessure d'injustice, rassurez-vous, vous l'avez parce que quelqu'un d'autre avant vous l'avait.
ça appartient à quelqu'un d'autre de votre famille. Et on va voir comment justement on va trouver le lien entre ce que l'on souhaite améliorer, ce que l'on souhaite, ce que l'on a symbolisé, et maintenant comment on fait pour comprendre les liens. Vous allez maintenant, la nouvelle étape, noter le prénom de votre père, noter le prénom de votre mère, le prénom de vos 4 grands-parents, défunts ou pas. Si vous avez été adopté, vous notez les prénoms des personnes de votre famille d'adoption. Ça marche exactement pareil. C'est comme si on appartenait à une famille d'âmes. On n'a pas le temps d'aborder, ça a été abordé sur le plan de l'épigénétique. Anand Schutzenberger en a parlé aussi dans son livre Aïe mes aïeux. En tout cas, même quand on appartient à une famille d'âmes, qu'on a été abandonné et adopté, il faut faire ce travail avec la famille adoptive. Ok. Donc, vous avez noté, si vous avez des prénoms ou des informations sur une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, ce n'est jamais anodin, vous notez leur prénom également. Et vous notez un petit mot symbolique en disant perte de travail, ou bien aurait voulu travailler, ou bien vous allez noter ce que la personne, l'information que vous avez la concernant. Maintenant que vous avez noté tous ces noms, je vais vous lister différentes situations. Est-ce que, Séverine, la vidéo, elle sera En replay? Elle sera en replay? Oui, à partir de jeudi. D'accord. Donc les gens pourront réécouter si jamais ils n'ont pas eu le temps de noter. On est d'accord? On est d'accord. Génial. Alors, vous allez noter maintenant et vous regarderez après la vidéo si ça a un lien entre votre père, avec votre mère, avec vos oncles et tantes, c'est important, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Alors, vous allez noter. Travailler, c'est dangereux, ou changer, c'est dangereux. Imaginons une personne qui travaillait, a eu un accident du travail, s'est retrouvé invalide, n'a jamais pu ensuite gagner de l'argent, du coup s'est fait larguer par son mari ou sa femme. Il y a quelque chose de l'ordre de travailler, c'est tout perdre. C'est bien sûr une croyance limitante, c'est totalement inconscient, et peut-être que dans nos blocages pour avancer, si on a eu dans notre famille une personne à qui un accident, quelque chose de douloureux, de grave est arrivé pendant son travail, cela peut suffire à se rejouer comme une réplique à l'intérieur de vous et créer une croyance limitante, un auto-blocage. Changer, c'est dangereux. Même chose. Imaginons, j'ai le cas d'une personne qui décide de partir aux États-Unis pour faire le métier de ses rêves, photographe, et qui, au moment où il s'en va, sa mère meurt, et son père, qui était d'ailleurs son beau-père, lui dit ta mère est morte parce que tu es parti, elle est morte de chagrin. Faux, archi faux, c'était pas du tout ça, elle était morte de je ne sais plus quoi, mais ça n'avait rien à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Quand je fais quelque chose qui me plaît et que j'aime, je crée quelque chose, un drame. Bon, ça n'a absolument rien à voir, mais la croyance limitante s'est faite au niveau de la pensée de quelqu'un de votre famille, père, mère, oncle, tante, etc. Vous avez compris le principe. Tout ce que je fais, j'échoue. Imaginons quelqu'un dans notre famille, un oncle, un grand-parent, une grand-mère, qui se soit lancé dans différentes sociétés qui ont toutes échoué ou soit tombées en faillite. Ça peut avoir un lien. Il faut que je fasse vite, je vois l'heure qui tourne. Le travail empêche d'avoir une vie de couple. Oui.
Imaginons qu'une personne ait énormément travaillé, une personne de votre famille, et qu'elle n'ait, ben, peut-être par exemple, imaginons un père qui travaille comme un forcené, et vous avez énormément souffert de son absence, au point même peut-être d'avoir l'impression que vous avez été abandonné par votre père. Bon. Et vous avez des enfants, et au fond de vous, vous dites, si je travaille, il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, une culpabilité à l'intérieur de vous. Vous voulez absolument pas reproduire ce que votre père a fait. C'est hérité, ça ne vous appartient pas. Donc vous notez. L'épanouissement. Ah oui, le travail empêche l'épanouissement. Imaginons que dans votre famille, quelqu'un a été obligé de reprendre l'entreprise familiale, ou pendant la guerre, le STO, service de travail obligatoire, obligé de faire quelque chose, une activité qu'on abhorre, qu'on déteste. Il y a quelque chose de l'ordre de le travail est quelque chose qui ne m'épanouit pas, qui me terrorise et qui est monstrueux. Vous allez chercher les personnes dans votre famille qui ne se sont jamais remis d'un licenciement, qui ont été critiquées dans leur travail, qui n'ont pas eu de diplôme et qui en ont toujours souffert. Les personnes qui ont vécu dans votre famille un licenciement brutal et qui ne s'en sont toujours jamais remis. Notamment, soyez attentifs aux dates anniversaires. Voilà, ça c'est des choses importantes. Imaginons que votre mère se soit fait licencier avec pertes et fracas, ou votre père ait perdu son entreprise familiale suite à une faillite à telle date. Et vous, tiens, ah mais oui, mais alors attendez, moi j'ai perdu mon emploi exactement à cette date. C'est un indice fort pour vous montrer que le lien transgénérationnel est avec cette personne. Quand j'agis dans mon intérêt, un drame survient. Alors là, j'évoque un cas d'une personne, grande artiste, actrice ou comédienne, qui, au moment de la première d'une pièce de théâtre, toute la famille est invitée, et c'était il y a très longtemps, fort longtemps, 1940, et à ce moment-là, suite à la présentation de la pièce de théâtre, toute la famille sort pour aller dîner, et le petit enfant de 4 ans traverse la route et se fait tuer. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi. Quand je suis en lumière, il arrive un drame. Si c'est arrivé dans votre famille, peut-être que vous avez un problème de mise en lumière qui vient de là. Les personnes qui n'ont jamais été reconnues, soit comment dire, sur le plan de la légitimité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnus dans leur travail, certes, mais aussi dans le cadre d'une parentalité, c'est-à-dire qu'un fils est légitime, une fille est légitime, quelqu'un qui n'a pas porté le nom de famille de ses parents pour une raison ou pour une autre. Les personnes qui n'ont pas, qui ont été également invisibles ou spoliées de leur héritage, elles ont été non reconnues par la famille finalement. Et les personnes également, notamment en lien, si vous avez un problème d'invisibilité ou de non-reconnaissance de votre travail, que vous soyez entrepreneur, employé, peu importe. Tout ce que je fais n'est pas perçu à la hauteur de ce que je donne. Je me sens invisible. Ma collègue reçoit plus que moi. Et si dans votre famille, des personnes ont pour lesquelles en fait leur vie était en jeu, et que être invisible, c'est vivre. Pendant la guerre, être invisible, c'est vivre. Si elle a vécu ou il a vécu de l'inceste, un viol, être invisible, c'est avoir la paix. Si la personne a vécu de la violence physique ou morale, une très grosse autorité, disparaître, être invisible, transparente, c'est avoir la paix.
il est possible que si ce soit arrivé dans votre famille, vous puissiez en avoir également hérité sur le plan transgénérationnel. Voilà, si je me cache, je vis, si je suis visible, je meurs. On parlait tout à l'heure de problèmes psychiatriques. Si dans votre famille, il y a des personnes qui, sur le plan psychiatrique, ont été mis en défaut, ça revient exactement à la même chose. Alors, il y a 4 thèmes qui sont très longs et que je vous que je peux pas aborder là parce que c'est très très long. C'est si jamais vous avez eu une promesse d'embauche qui ne s'est pas concrétisée, vous regarderez en page 49 de Trouver ma place. Si les rapports avec mes collègues sont conflictuels, ça c'est des gros sujets, c'est la page 57 de Trouver ma place. S'il y a une urgence parce qu'un procès, un prud'homme arrive, c'est la page 59 de Trouver ma place. Et si je me fais harceler et je vis un burn-out, c'est la page 75 de Trouver ma place. Alors, pour ne pas vous frustrer et vous faire vivre de l'injustice, je vais, comment dire, donc c'est abordé en très grande largeur dans le livre Trouver ma place, mais je dirais que quand même, ce qui est important, c'est que quand on vit du harcèlement, un burn-out, ou que les collègues, c'est quelque chose qui a été abordé, ne sont pas sympas, que les relations ne sont pas harmonieuses, ou que je n'ai pas mon territoire au niveau de mon travail, cela signifie, dans ma lecture, il y a plusieurs lectures et ça ne reste que des hypothèses, je prends toutes les précautions d'usage, cela signifierait, donc au conditionnel, que vous avez perdu de l'énergie. Quand on vit en fait une épreuve, on perd de l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'explication, elles sont dans mes livres et elles sont également sur mes vidéos. N'hésitez pas à regarder mon compte YouTube, Natacha Calestrémé. Il y a plus d'une 50aine de vidéos dans lesquelles vous avez différents thèmes. Et donc, on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Si des personnes de mon entourage, professionnelles, sentimentales, familiales, me font vivre des épreuves à répétition, ce que j'appelle des déstabilisations répétées, non seulement je perds de l'énergie, mais la personne s'en nourrit. Les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente. Et donc, cette énergie que je perds fait que je n'arrive pas à prendre des décisions, je n'arrive pas à faire des choix, je vais au burn-out, je peux être en dépression, je suis perdu, je me sens vidé de mon sens, je ne sais pas où je vais. Voilà, il manque quelque chose. Et ce vide, cette faille, cette béance à l'intérieur de nous fait que on n'arrive pas à prendre pleinement notre décision. Et là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en parlait, donc c'est quelqu'un qui connaît mon travail et je le remercie. On va faire un recouvrement d'âme, donc ce ne sont pas une libération émotionnelle, c'est un reset énergétique que l'on peut faire seul, debout, assis, par terre dans la nature. Lisez le livre, c'est noté. Moi, je vais au pied de mon chêne, je n'ai pas forcément de chaise. On le fait tranquillement chez soi, dans son jardin, n'importe où. Et ça marche avec les personnes vivantes, les personnes décédées. Et ce sont des nettoyages de liens et des coupures de liens, et en tout cas des recouvrements d'énergie chamaniques que j'ai transformés en protocole et qui permettent de se retrouver, de retrouver notre entièreté et d'avancer. Et en tout cas, ça a marché pour moi. Ça a marché pour plusieurs centaines de millions de personnes qui m'envoient leurs témoignages chaque jour. Une fois que vous avez noté, et je vais vous donner la parole pour les questions, les choses que j'ai notées tout à l'heure qui ont fait sens en disant « Tiens, ça, ma mère l'a vécu. Tiens, ça, mon père l'a vécu. » Simplement en prenant conscience de ce lien entre ce que vous vivez et ce que la personne avant vous a vécu, il est possible que cette prise de conscience suffise pour vous libérer de ce problème. Si cela ne suffit pas, il existe plein de thérapies de libération émotionnelle. J'en propose un certain nombre qu'on peut faire seul à travers donc le protocole 6+, si c'est quelqu'un que vous avez connu, et le protocole 7 si c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu. L'arrière-grand-mère, vous ne l'avez pas connu,
Donc, c'est juste le protocole 7. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Alors en fait, il y a beaucoup de réactions, Natacha, puisque nous on a 3 chats en direct, hein, sur, différents voilà. Donc il y a des questions vraiment un peu de partout. Je dirais, puisque tout à l'heure on avait parlé d'emploi et la peur de travailler, voilà Alors, peut-être le retour en fait, j'essaye de retrouver de Gaëlle, effectivement sur la peur de travailler avec, mon grand-père est mort à cause de son travail, mon frère est mort pendant que ma mère travaillait. Donc voilà, bon, ben effectivement, génial. voilà. Alors, Gaëlle, elle a trouvé déjà 2 occurrences, donc c'est extraordinaire, la moitié du boulot est fait. Fabuleux, c'est-à-dire qu'il va suffire de faire, j'en ai des frissons, euh, de simplement de faire ce protocole 7 avec, c'était le grand-père, je ne sais plus, la grand-mère qui est mort, rappelez-moi, C'est le Céline, c'était... grand-père qui est mort, le grand-père qui est mort à cause de son travail, et son frère est mort pendant que sa Voilà, mère travaillait. voilà. Donc, un protocole avec le grand-père, un protocole avec le frère, en disant, voilà, c'est ton épreuve, c'est pas la mienne. Je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Euh, tout simplement. Voilà. Et ne pas hésiter à refaire. Mais en tout cas, Parce que du coup, juste pour ajouter l'historique de Gaëlle voilà, qui nous a fait des petits commentaires au fur et à mesure, elle dit mon handicap me rend illégitime et je vais échouer. Puisque du coup, tout au départ, c'était les peurs, il fallait énoncer les peurs, vous avez demandé de... elle parle d'un handicap, c'est-à-dire elle a un handicap. Oui, mon handicap me rend illégitime et je vais échouer. D'accord. Alors, là, il y a quelque chose de l'ordre de l'illégitimité. En plus, c'est un travail d'enquête, hein. C'est un travail d'enquête. Elle a déjà trouvé des choses essentielles. Bravo pour le grand-père et le frère. Maintenant, je dirais qu'il faut chercher des choses cachées, des choses qu'elle ne sait pas forcément, ou elle sait peut-être, mais Gaëlle, peut-être que vous n'avez pas fait le lien avec votre propre vie. Il est possible que euh, par exemple, votre mère se soit sentie coupable, illégitime quelque part d'être. Je dis n'importe quoi, ce sont des suppositions bien évidemment, mais ce sont des exemples. Imaginons que votre mère se soit sentie coupable parce que son fils est mort dans son travail en disant ah mais si je lui avais dit de pas faire ce travail peut-être que j'en sais rien ou peut-être que la femme de ce grand-père la grand-mère euh, ce jour-là peut-être que par rapport au grand-père qui est mort elle s'est dit ah là là mais je vais jamais y arriver maintenant que mon mari est mort je vais jamais réussir à vivre ma vie sereinement parce que je n'aurai pas assez d'argent bon je me sens pas légitime pour gagner ma vie sereinement et être heureuse parce que mon mari a disparu. Eh bien, il va falloir faire aussi des protocoles avec la grand-mère ou avec la mère, chercher les personnes qui se sont senties illégitimes, qui se sont senties handicapées d'une manière ou d'une autre. Ça peut être symbolique, pas forcément handicapé, mais symboliquement handicapé. Je me sens handicapé dans ma manière d'agir parce que euh, mon, je veux tellement faire plaisir à mon père que je fais ce métier, mais je me sens handicapée parce que jamais je n'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, du coup, oui, il y en a plein d'autres. Donc, du coup, pensez-vous que le fait d'être un enfant illégitime peut jouer sur le fait de ne pas se sentir légitime tout au long de sa vie pro et même perso? Alors, je dirais potentiellement oui, et j'ai envie de dire, si vous êtes un enfant illégitime, il est probable que ce soit arrivé aussi avant vous, que quelqu'un n'ait pas eu la légitimité du nom à cause d'un héritage raté ou volé, spolié. Est-ce que quelqu'un n'avait pas, on lui a donné un nom, mais finalement, imaginons une famille, imaginons des grands-parents, la mère fricote avec quelqu'un et elle a un enfant avec l'amant, il porte le même nom que le père, il est considéré comme un frère ou une sœur à titre normal avec les autres, mais c'est faux.
c'est un enfant illégitime, mais personne ne le sait. Moi, je chercherais des choses comme ça. Si ça vous est arrivé, il est probable, dans beaucoup de cas, que ce soit arrivé avant. Et faites un protocole avec cette personne, et vous allez voir que les choses vont changer. Je n'ai pas abordé le principe de l'autoblocage. Cette personne-là, qui est un enfant illégitime, euh, eh bien, elle, comme toutes les personnes qui ressentent l'autoblocage est en lien avec la notion de culpabilité. Je me sens coupable, à tort ou à raison, hein, parce qu'on me l'a dit, parce qu'on me l'a fait vivre, peu importe, parce que je crois, à tort, et donc j'appuie sur la pédale de frein parce que je ne mérite pas le succès, la joie, la sérénité. Et donc pour ça, il y a le protocole 9 qui est en fait un, un, un protocole de consolation qui consiste à considérer notre passé, notre moment de la petite enfance, et là, dans le cas de l'illégitimité, notre conception autrement, pour que notre cerveau, qui ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginé et quelque chose de vécu, puisse réembellir le passé, que ça ne soit plus un blocage. J'ai malheureusement pas le temps d'expliquer, c'est une notion que j'aborde dans une de mes vidéos et puis dans mes livres, mais en tout cas, ça a des résultats exceptionnels sur l'autoblocage. Alors du coup, il y a aussi Safia qui pose une question qui est assez intéressante que je vous mets dans le lien. Là, pensez-vous que le fait de passer à côté d'évolution professionnelle à cause de mon sexe est lié au fait que des femmes avant moi dans ma famille aient vécu cette invisibilité plutôt qu'un... Ou est-ce que c'est mes freins, est-ce que ce sont les freins à elles-mêmes de la société aujourd'hui, ou est-ce que c'est les deux finalement peut-être? Alors, la société est parfois rétrograde, ça peut jouer, c'est évident. Surtout certains domaines professionnels très masculinisés, ça peut jouer, c'est sûr. Maintenant, j'aurais envie de dire, Safia, bien sûr, cherchez dans votre famille qui n'avait pas le bon sexe pour la bonne profession. Et ça peut aller jusqu'à, ne cherchez pas qu'auprès des femmes. Imaginons un homme qui aurait rêvé s'occuper d'enfants, être puériculteur, qui aurait rêvé être, je sais pas moi, une profession qui serait normalement dédiée aux femmes. Et on lui ait pas laissé faire parce que ça ne rentrait pas dans la case familiale. Non, dans la famille, un homme, il est agriculteur, docteur, etc., etc. Si le sexe a posé problème pour une personne, voilà, cherchez. Et je dirais, élargissez aux personnes qui auraient voulu avoir un autre sexe. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas au domaine du travail. Imaginons que votre mère ait toujours dit « Oh là là, les femmes, au secours, bonjour l'ambiance, c'est que des cancans, des trucs. D'ailleurs, j'ai jamais joué à la poupée. Moi, je jouais aux billes et aux soldats. Et j'aurais voulu être un mec. Et je pense que j'ai plus de bip que certains garçons. Et dites-vous que cette personne aurait peut-être souhaité être un homme. Même chose inversement. Moi, j'ai une personne de ma famille qui, en regardant Plus belle la vie, m'a dit, oh là là, si j'avais vu cette série quand j'étais ado, je serais probablement devenue homosexuelle. J'aurais assumé mon homosexualité. Aujourd'hui, cet homme a plus de 88 ans. Donc voilà, c'est plus envisageable. Mais toujours est-il qu'il aurait aimé être enfin, pas une femme, mais en tout cas homosexuelle. Bon, mais peut-être d'autres auraient aimé être une femme. Voilà, cherchez les personnes dans votre famille qui auraient eu cette envie. Merci Natacha. Du coup, on vous remercie de cette réponse. Il y a Martine qui demande quand je veux faire quelque chose d'important pour moi, j'abandonne pour laisser la place à quelqu'un d'autre. J'ai une petite voix qui m'a déjà dit laisse ta place.
Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'informations pour dire les choses et puis l'objectif n'est pas de trancher. Mais soit cette personne-là a de l'intuition et laisser sa place, c'est quelque chose d'important pour l'autre et dans ce cas-là, ben, très bien et bravo. Si c'est quelque chose qui se reproduit à votre détriment, et ben là, l'intuition, c'est pas une intuition, c'est une peur, c'est un frein, c'est une croyance limitante, c'est un autoblocage lié avec probablement lié avec une mémoire transgénérationnelle. Et dans ce cas-là, cherchez quelqu'un qui a dû faire un choix à son détriment pendant la guerre, choisir peut-être choisir de sauver un ami et laisser mourir l'autre, peut-être en tout cas voilà, euh, faire passer l'autre. Ça peut être également quelqu'un qui a souffert soit de passer avant quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui a souffert de passer après quelqu'un d'autre. Voilà, il faut chercher dans ces deux directions. Ok, merci Natacha. Alors du coup, il y a Sophie aussi, que j'ai trouvé ça assez intéressant. On a tous des drames dans nos familles. Est-ce que ça impacte forcément nos blocages? Ah, ça c'est une question super intéressante et c'est quelque chose, ça revient à quelque chose que je voulais absolument dire. L'important, ce n'est pas de partir des drames de votre famille pour remonter jusqu'à vous en vous disant oh, il est arrivé ça, 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 je vais en hériter. Jamais. L'important, c'est de partir de vous et de chercher et de mener l'enquête sur les occurrences qui pourrait y avoir avec les différentes personnes de votre famille. C'est très important. Ce n'est pas parce que Tata Jasmine avait été violée, que la grand-mère a perdu un enfant, que le grand-père a une maladie grave, que la mère a été harcelée, que le père a connu un burn-out, que vous allez vivre tout ça. Pas du tout. J'ai une phrase qui symbolise assez bien les choses. C'est l'enfant qui est à même de venir à bout de l'épreuve qui en hérite. Si vous regardez vos frères et vos sœurs, vos cousins et vos cousines, vous n'avez pas le même tempérament, vous n'avez pas les mêmes casseroles, on n'hérite pas de tout de notre famille. Ouf! Donc partez de vous et menez l'enquête. Ne partez pas de votre famille et des épreuves en disant ça va m'arriver. C'est faux, archi faux. Merci pour cette question essentielle. Euh, Alors du coup, on a une autre question de Karine aussi. Besoin d'être bien vue, de reconnaissance par mon père. J'ai le sentiment de besoin qu'il soit fier de moi. Vous voyez, les mots qui sont écrits sont super importants. Besoin d'être bien vu. Est-ce que quelqu'un dans votre famille, déjà, moi je dirais, a eu un problème grave de vue? Ça suffit. Si jamais vous avez quelqu'un qui a été aveugle dans votre famille, vous avez déjà une clé. Ensuite, peut-être que quelqu'un dans votre famille a été pas vu du tout, on a souffert. Imaginons que dans une fratrie de 3, 4 personnes, un des enfants soit totalement passé invisible. Ah, ton frère aîné est médecin, quel bonheur! Ta sœur, extraordinaire, elle est avocate. Oh, et puis alors le petit dernier, magnifique, c'est un, comment dire, un cuistot, restaurateur hors pair. Oui, bon, toi, tu fais je sais pas quoi et ça va pas. Bon, invisible. Euh, eh bien, là, il peut y avoir un lien transgénérationnel. Voilà. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont été mal appréciées, mal vues. Il est important de préciser que parfois, être mal apprécié, mal vu, peut sauver la vie. Je me souviens de cas d'une dame qui me disait ma mère ne m'a jamais regardée. Elle ne s'est jamais intéressée à moi. Elle m'a mise en pension, j'avais 5 ans. Et je la hais, je la déteste, je n'ai jamais été considérée par ma mère. Et au final,
en discutant avec cette dame, ça a été une phrase, elle me dit, dans la famille, toutes ma sœur est morte, ma petite sœur est morte, même les chats femelles meurent. Bon. Et je crois que l'exemple est dans la clé de votre énergie. Et, et la personne, je lui dis, mais rendez-vous compte, il est possible que votre famille vivait dans un lieu où, ça paraît bizarre ce que je vais dire, hein, mais tant pis, j'assume, toutes les personnes, les femmes meurent, toutes les individus féminines meurent, les chats, les filles, etc. Elle vous a éloigné pour vivre, pour que vous viviez. Et elle me dit, mais c'est incroyable ce que vous me dites. Elle me dit, rien qu'en comprenant ça, en le voyant de cette manière-là, je sais que je vais arriver à pardonner à ma mère. Ça lui a parlé, ça a fait sens. Effectivement, je me souviens très bien de ce passage dans la clé de votre énergie qui m'avait marqué, en tout cas. On arrive à la fin de notre entretien, Natacha. En tout cas, c'est passé très, 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 très vite. Il y a eu beaucoup de réactions. C'est vrai qu'il y a encore plein de questions. Du coup, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'intervenir, de répondre à toutes ces questions sur effectivement le positionnement professionnel qu'on pourrait prendre. Donc forcément, ça dévie un peu sur la famille, les parents et son positionnement à soi, voilà, dans son milieu de travail. Oui, mais c'est vrai que c'est très important. Je vous coupe, Séverine, c'est très important parce que beaucoup de personnes font l'erreur, hein, avec un problème de travail, de ne chercher les occurrences que sur le travail. Or, ça peut vraiment être lié à des problématiques beaucoup plus larges, symboliquement différentes, enfin symboliquement proches mais totalement différentes. Donc, c'est important d'élargir et de ne pas se restreindre au travail. Même si le thème est effectivement le travail, ouvrir sur ce plan-là au niveau de notre famille peut nous permettre en tout cas de vivre notre reconversion professionnelle beaucoup mieux. En tout cas, merci d'avoir répondu à voilà, certainement des interrogations de beaucoup et voire même des interrogations même pas imaginées. En tout cas, vous avez énormément de merci, de petits emojis, namasté, enfin bref. Voilà, en tout cas, merci. Nous aussi, on est très reconnaissante au sein de Professionnels de votre participation. On est très honorés aussi que vous ayez accepté. Sachant toute votre actualité, Natacha, en tout cas en cours, et qui va être prochainement connue, certainement, en tout cas. Merci beaucoup, et puis on continue à vous suivre, en tout cas, et à très bientôt. Et acheter les livres de Natacha aussi, que vous retrouverez sur le Salon de Lyon la semaine prochaine, puisqu'on a un stand culturel. Donc vous aurez toute la bibliographie de Natacha qui sera là aussi, Natacha Calestrémé, en tout cas, qui est riche et nombreuse. Voilà, et donc du coup, de quoi répondre à chacune d'entre nous ou à chacun d'entre nous, puisqu'on a aussi des garçons qui ont fait quelques commentaires. En tout cas, sur ce live aujourd'hui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous toutes. Merci, j'étais ravie. Et puis, j'espère que ça vous a permis de voir les choses autrement. Et je vous souhaite beaucoup de sérénité, de richesse, de succès dans votre travail. Et que tout aille bien pour vous et que vous soyez dans la sérénité. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et bonne continuation dans votre écriture, en tout cas. Merci beaucoup, Séverine. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.